Donc, cela fait 15 ans que je travaille sur le sujet des femmes entrepreneurs. Donc, j'ai mené mon travail de doctorat sur ce sujet et j'ai constaté des évolutions importantes, positives. Aujourd'hui, les femmes sont beaucoup plus représentées, les femmes entrepreneurs, dans les médias. Il y a beaucoup plus de réseaux de femmes entrepreneurs. Moi, quand j'ai commencé ma thèse, j'ai co-créé un réseau de femmes entrepreneurs en 2008. Et à l'époque, on regardait un petit peu les réseaux de femmes avec suspicion. Aujourd'hui, on peut dire que les choses ont bien évolué. Donc, il y a eu des évolutions positives indéniables et on peut dire que l'entrepreneuriat des femmes, c'est devenu un sujet important et que les femmes sont bien décidées aujourd'hui à faire entendre leur voix et à développer leur entreprise. On a parfois une représentation biaisée du terme genre. Donc, je voulais revenir avec vous sur cette notion. Le genre, c'est un processus social. C'est pas quelque chose que l'on a ou que l'on est, mais c'est bien un processus social qui va se construire dans l'interaction. Dans ce processus, il y a deux principes distincts. Il y a le principe, tout d'abord, de différenciation. Pour qu'il y ait genre, il faut que la société soit divisée en deux catégories. Et il y a un consensus social qui est différent, qui est historiquement situé de ce qui constitue la bonne manière d'être un homme, d'être une femme, même si les choses évoluent. Toutefois, ce consensus, il est quand même bien présent. Cela change au fil du temps, mais lorsqu'on parle de genre, et c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'il y a bien des comportements attendus de l'un ou l'autre sexe. Et donc, ça veut aussi dire qu'il y a une stigmatisation ou une pénalisation chez les individus qui ont des comportements qui ne correspondent pas à leur attente de genre. Donc, ce premier principe, c'est le principe de la différenciation. Il y a un autre principe tout aussi important, c'est le principe de la hiérarchisation. C'est-à-dire que le genre, c'est pas seulement une question de différenciation, c'est aussi la hiérarchisation qui dit que finalement, ce qui est associé au masculin, c'est socialement plus valorisant. Et donc, ça veut aussi dire que les hommes ont longtemps bénéficié d'un accès plus légitime aux espaces sociaux dans un contexte socio-historique donné. Donc, le genre, c'est un principe d'organisation sociale qui prescrit des rôles, ce dont parlait Clémentine tout à l'heure, des places et des comportements attendus de la part des hommes et des femmes. Ce qu'il faut aussi comprendre, parce qu'on me demande souvent, mais est-ce que l'entrepreneuriat des femmes est différent en France, au Canada, en Afrique? Eh bien, le genre varie selon des contextes. Pour le dire autrement, on ne devient pas homme ou femme de la même manière dans l'Antiquité, à l'époque moderne ou contemporaine, en Europe, en Afrique ou au Moyen-Orient. Et donc, si on définit ainsi le genre, on comprend en fait pourquoi on en a encore besoin pour éclairer les parcours entrepreneuriaux. Ce que je voudrais ajouter, c'est que la compréhension du genre réside aussi dans la compréhension des exigences de loyauté aux normes de genre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va se comporter selon nos attentes du genre, parce que sinon, il y a des risques qui vont être associés à la transgression. Parce que la transgression, elle est coûteuse pour les individus. Elle est coûteuse au niveau de son identité aussi, au niveau de la reconnaissance sociale que l'on va avoir. Et puis, même quand les individus transgressent les normes de genre, eh bien, en fait, ils vont s'y référer. Je vais vous donner un exemple qui est très parlant. Une sociologue, un jour, a parlé de Nikki Lefebvre, la sociologue, a parlé de ces athlètes femmes qui pratiquaient le bodybuilding. Donc, une activité extrêmement, on va dire, plutôt normée masculine, et en fait, qui dans leur vie personnelle affichaient une hyper-féminité. Ou si je parle de l'entrepreneuriat,
c'est aussi ces femmes entrepreneurs qui créent des entreprises dans des activités très masculines et en fait, qui affichent une hyper-féminité. Donc, on voit bien que les choses sont pas si simples. Donc, penser le genre, c'est important pour comprendre l'entrepreneuriat des étudiantes et des étudiants. Alors, effectivement, l'OCDE rédige des publications tous les ans et a une publication qui s'appelle La pénurie d'entrepreneurs, l'entrepreneur qui manque. Et en fait, elle met en évidence qu'il manque des entrepreneurs et des femmes entrepreneurs et que cela coûte assez cher du point de vue économique et du développement des innovations. Et donc, elle met notamment en évidence que si on garde le même taux d'hommes entrepreneurs et de femmes entrepreneurs, eh bien, il va nous manquer dans les 20 prochaines années 26 millions de femmes entrepreneurs. Donc, c'est important d'avoir cela à l'esprit. Et puis, il faut comprendre aussi, il faut savoir lire les écarts parce qu'il y a des pays qui ont le même écart entre le taux d'hommes entrepreneurs et le taux de femmes entrepreneurs, mais ce n'est pas pour les mêmes raisons. Je pense notamment aux pays du nord de l'Europe, où, en fait, pour les femmes, cela représente un coût important de se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'il y a beaucoup de politiques sociales et parce que eh bien, le fait d'être salarié est relativement aisé. Donc, il faut aller voir toujours que veulent dire les chiffres. De la même façon, on dit aujourd'hui, il y a plus de femmes entrepreneurs. Le pourcentage de femmes a augmenté. Mais ce que nous dit l'OCDE aussi, c'est qu'en fait, le taux d'hommes entrepreneurs indépendants a diminué, ce qui, par ricochet, eh bien, contribue à l'augmentation du taux de femmes entrepreneurs. Vous voyez, dans les pourcentages. Donc, c'est pour ça qu'il est toujours important d'aller voir au-delà des chiffres. Voilà. Mais on est d'accord, il manque toujours des femmes entrepreneurs. Il est vraiment important, et je le rappelle souvent, d'avoir à l'esprit que lorsqu'on accompagne, on va véhiculer des représentations de l'entrepreneur idéal. Et c'est pour ça qu'il est important d'écouter finalement la voix des jeunes étudiantes entrepreneurs. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Parce que comme l'a dit Claire, la pensée scientifique a été construite à partir de l'expérience des hommes. Et finalement, quand on est allé écouter les femmes, ça a démarré, on va dire évidemment avec l'ouvrage de Simone de Beauvoir notamment, qui a été important. Et par la suite, dans les années 60-70, eh bien, on a dit on va arrêter la comparaison puis on va les écouter. Et c'est là qu'on a pu renouveler des visions traditionnelles, notamment de la réussite entrepreneuriale. Alors, c'est pas dans les années 70. Le renouvellement de la vision de la réussite entrepreneuriale, c'est plutôt à partir de 2010. J'ai écrit un article sur la réussite entrepreneuriale des femmes. Et ce que j'ai montré dans mes travaux, finalement, c'est que les femmes, elles proposent de nouveaux modèles. Il y a 10 ans. C'est il y a 10 ans. Je disais, finalement, lorsqu'elles créent, on voit bien qu'il y a une quête d'authenticité très forte. Il y a une quête de sens très forte. C'est pas pour autant que les femmes oublient la nécessité, évidemment, de croissance, de rentabilité, mais il y a vraiment cette quête de sens qui est au fondement de leur entreprise. Et ce que j'avais dit, finalement, dans mon travail de thèse il y a 12 ans, c'est que les femmes, je supposais qu'elles allaient initier de nouveaux modèles qui allaient être embrassés par la suite par les hommes. Et en fait, quand on regarde l'entrepreneuriat des jeunes hommes étudiants et des jeunes femmes étudiantes, ils ne sont pas si différents que cela. Et finalement, les jeunes générations se ressemblent davantage quand même. Et cette quête d'authenticité, ces projets engagés sont aussi développés par des jeunes hommes. Attention au modèle de femmes entrepreneurs qu'on va montrer, qu'on va exposer.
Et ce qu'on voit apparaître quand même, c'est le modèle de la femme entrepreneur superwoman. C'est-à-dire celle qui réussit tout ce qu'elle entreprend dans tous les domaines de sa vie, professionnelle et personnelle. Une femme responsable qui croque la vie et le travail à pleines dents et qui réussit à surmonter tous les obstacles. C'est ce qu'on voit apparaître notamment dans les magazines, ce qu'on voit apparaître dans les modèles proposés comme femmes ambassadrices de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est dangereux. Et ces modèles ont été particulièrement mis en avant ces dernières années dans l'espace public où l'on assiste au développement du féminisme populaire. C'est-à-dire, en fait, on a instrumentalisé aussi le féminisme et où on fait la paire belle à la responsabilisation de soi, du développement personnel et professionnel. Je ne sais pas si vous avez lu l'ouvrage de Sheryl Sandberg, qui était la directrice d'exploitation de Facebook en 2013. Elle a écrit un ouvrage qui a eu un écho très, très important, qui est vraiment un ouvrage intéressant, mais qui fait la part belle aussi à un langage extrêmement positif sur le bonheur, l'équilibre, l'hyper-individualisation et la responsabilité de son développement personnel et professionnel. Et finalement, cela peut être aussi un petit peu dangereux pour des jeunes femmes qui ne se reconnaîtraient pas dans ces modèles et ces modèles qui pourraient même être contre-productifs. Effectivement, il y a eu énormément de choses les 10 dernières années et que cela a fait bouger les lignes. Et notamment, Naïla parlait des plans d'action régionaux en direction de l'entrepreneuriat des femmes. Et donc, cela est important. Il y a eu beaucoup d'initiatives. Finalement, c'est une approche un petit peu fragmentée des choses. C'est-à-dire qu'il y a eu des initiatives de la part de réseaux d'accompagnement. Il y a des réseaux qui ont lancé des programmes d'accompagnement spécifiques. D'autres qui ont dit non, je préfère rester sur des réseaux généralistes. Et on voit bien même qu'au niveau des pays, certains pays préfèrent finalement construire des programmes d'accompagnement de l'entrepreneuriat à destination des femmes et d'autres préfèrent ne pas construire cela parce qu'ils pensent finalement que cela rendrait plus difficile pour les femmes ensuite de réintégrer des univers mixtes et que cela peut aussi ghettoiser d'une certaine façon les choses. Ce qui apparaît en tout cas en France, c'est qu'il y a eu une approche fragmentée et qu'il y a une volonté aujourd'hui d'unifier les choses, d'harmoniser les initiatives. Donc ça, je pense que c'est nécessaire parce qu'on voit aussi, les études montrent qu'il y a des difficultés aussi pour les porteuses de projets, voilà, d'identifier aussi parfois les bons réseaux et à quelle étape le réseau va leur être utile dans le développement de leur entreprise. Ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que forcément, l'accompagnement véhicule une représentation dans certains réseaux, il y a une représentation d'entrepreneurs de croissance qui est un petit peu plus mise en avant. Dans d'autres, au contraire, c'est une représentation d'entrepreneurs plus sociale. Voilà. Et je crois que l'harmonisation peut-être amènerait à moins cliver en fait les choses. Et je pense que c'est nécessaire. En tout cas, les études vont vers là.